Bonjour, donc mon nom est Yves Gingras, je suis professeur d'histoire et de sociologie des sciences et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Le communicateur scientifique, au fond, c'est un propagandiste de science. Ça peut être bien, mais c'est quelqu'un qui dit la science, c'est bien. Un journaliste, c'est pas ça du tout. Un journaliste, il est nécessairement critique. Il va chercher le pouls. Il va dire, ah, les scientifiques disent des belles choses, mais regardons si derrière ça, il n'y a pas des choses un peu plus compliquées. Moi, au fond, mon travail de sociologue des sciences revient à une forme, lorsqu'on parle de sciences actuelles, de quasiment de journalisme scientifique. Je veux dire, un bon journaliste scientifique devrait avoir une bonne formation en sociologie des sciences pour ne pas se faire rouler dans la farine par la propagande scientifique qui nous annonce mer et monde. Donc, la communication scientifique devrait réfléchir à être un peu plus critique et non pas répéter le discours savant dominant. Ça existe, la propagande scientifique. Elle est partout dans les journaux. On nous annonce que demain, grâce à l'intelligence artificielle, on va régler X, Y. Or, un peu de distance critique, c'est qu'en 60, on a lancé la guerre contre le cancer, et dans des cancers, il y en a plein. Et on nous annonce à tous les 10 ans une révolution qui va guérir tout. Ça, c'est la propagande scientifique. Il y a même un terme maintenant en sociologie des sciences qui est intéressant. On dit c'est une économie de la promesse. Les scientifiques vous promettent mer et monde. Quand j'étais en physique au début des années 70, je me souviens, j'étais à un congrès où on avait le directeur du laboratoire de Los Alamos qui nous disait le réacteur de fusion nucléaire, là, ça va être près des années 90. On est en 2018, on n'a pas de réacteur de fusion nucléaire. Mais qu'est-ce qu'on nous annonce? Des réacteurs à fusion nucléaire pour 2045. Pourquoi? Parce qu'à Cadarache, dans le sud de la France, on construit un gros réacteur expérimental de fusion nucléaire. Ce qu'on devrait dire plutôt, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'un réacteur de fusion expérimental, c'est expérimental. Donc, on ne sait pas si ça va marcher, puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, et donc, ça prend plus de temps que prévu. Mais on fait toujours semblant que dans 10 ans. Donc, on prend les jambes des naïfs, et là, il y a un effet pervers à ça. J'ai dit, attention, à force de crier au loup, les gens ne vous croiront plus. Donc, il y a un lien entre la propagande scientifique, l'économie de la promesse et le déclin relatif, quand même, le déclin de la confiance en scientifique. Il semblerait y avoir une sorte de volonté politique à promouvoir les actions. Oui, ça date en gros des années 80, parce que justement, c'est la prise de conscience que, OK, la société de demain, d'ailleurs, on a commencé à parler de l'idée de société du savoir. Hein? L'économie du savoir, la société du savoir. Donc, on mise sur le savoir. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que les gens ont été de plus, surtout en France d'ailleurs, ça c'est assez phénoménal, mais il y a une grande différence entre la France et l'Amérique du Nord sur ça, la confiance dans les vaccins. Or, sur le plan scientifique, s'il y a une chose qui est indiscutable depuis le 18e siècle, c'est l'efficacité des vaccins. Que les vaccins ont des effets secondaires, c'est connu aussi, mais globalement, les vaccins ont éradiqué des maladies. Mais qu'est-ce qu'on observe actuellement, depuis 15 ans? Une montée de l'anti-vaccination. Donc là, les États se disent, OK, il faut éduquer la population mieux sur la science, expliquer les risques qui sont infimes comparés à la non-vaccination. Mais ça, c'est une vision un peu simpliste, parce que la connaissance n'est pas synonyme de rationalité. Au contraire, ceux qui parlent d'homéopathie sont les gens les plus éduqués. Ce n'est pas les ignorants. Les ignorants font confiance aux médecins parce qu'ils sont dominés. Ah, le médecin connaît. Les gens éduqués disent, oh oui, l'homéopathie, Gingras, t'es rationaliste, ça marche. Ils disent, ah oui, ça marche où? Où sont les études qui montrent l'efficacité de l'homéopathie? Il n'y en a pas. Pourtant, on vend de l'homéopathie par millions et la sécurité sociale française et le système de santé français remboursent l'homéopathie. Donc, on comprend les États qui veulent développer une vision rationnelle du monde, mais c'est pas aussi efficace qu'on le croit. Mais effectivement, c'est comme Sisyphe qui doit remonter sa roche, qui va redébouler. L'éducation scientifique est toujours à refaire parce qu'il y a toujours des gourous qui vont arriver avec des remèdes miracles. Les Américains appellent ça snake oil, de l'huile de serpent. C'est, ah, j'ai de l'huile de serpent, là, ça guérit tout. Et donc le rôle du médiateur scientifique, c'est vraiment d'apporter un éclairage au grand public sur les sciences.
il faut séparer le choix social de la connaissance scientifique. La science ne peut pas décider. La science peut dire comment ça marche. Elle va dire, en réacteur nucléaire, ça marche comme ça. Ça ne produit pas de CO2, mais ça produit des produits dangereux qu'il faut enterrer quelque part pendant 10 000 ans. En voulez-vous? Ça, c'est la société. Des OGM, la science peut dire, quand je fais des belles carottes avec des OGM, sont toutes droites, au lieu d'être tout croches, mais voulez-vous en manger? La société peut dire non. Mais on pense que parce que la science peut faire des carottes OGM, tout le monde doit manger des carottes OGM. Il faut laisser la société décider. Et aux sciences qui sont liées à notre vision du monde. C'est pas toutes les sciences qui attirent. Il y a des sciences sexy, il y a des sciences qui le sont moins. La chimie, c'est pas sexy, les maths, c'est pas sexy, c'est trop compliqué. Donc, il reste l'astronomie, la cosmologie, la biologie peut-être un peu. Si on parle de cancer, ça excite les gens parce qu'ils veulent être guéris du cancer. Donc, les sciences ne sont pas homogènes. Pourquoi vous pensez qu'on s'intéresse surtout à l'astrophysique et pas à la chimie organique? La chimie organique, c'est plate. CRISPR-Cas9, qui est une révolution en biologie, c'est pas excitant parce que c'est purement technique. C'est de dire, j'ai l'ADN, je coupe ça avec des ciseaux, puis je colle un morceau. C'est fini. Alors que si vous dites, l'univers a 12,5 milliards, est en expansion, il y a peut-être de la vie sur d'autres planètes, ça excite le monde. Pourquoi? Parce que ça correspond à des interrogations métaphysiques. Sommes-nous seuls dans l'univers? Voyez-vous? Il faut quand même admettre que c'est beau dire on va rendre ça accessible, mais il y a quand même des limites. Ça reste de la science, sinon ça peut devenir de la pseudo-science. Au fond, on pourrait imaginer une tentative qui a tendance à aller vers la pseudo-science. Un exemple. Aux États-Unis, au début des années 90, le prix Nobel de physique Léon Lederman a publié un livre qui s'appelle « La particule de Dieu », « The God Particle », qui a été traduit en français d'ailleurs par la sacrée particule. Ils n'ont pas mis Dieu parce que les Français, c'est des rationalistes athées, et qui ont dit la sacrée particule. Mais aux États-Unis, ça s'appelle la particule de Dieu parce que c'était pour encourager la corde fondamentaliste religieuse un accélérateur de particules peut nous éclairer sur les origines. Voyez-vous? Donc, on fait vibrer la corde fondamentaliste aux États-Unis parce que c'est très important aux États-Unis. En France, c'est pas important. Au Québec non plus. Au Canada non plus. Donc, mais c'est risqué. Et il y a des physiciens qui ont dit à Lederman, attention, jouer sur le côté religieux pour faire avancer la physique, c'est peut-être risqué. Donc, il faut faire attention à vouloir vulgariser à tout prix. Je dirais en blague, on peut faire de la vulgarisation sans être vulgaire.